Bien, nous allons passer maintenant au troisième chapitre de cette introduction, intitulé Les nouveaux critères d'évaluation des systèmes de production. Pour évaluer un système de production agricole, on peut s'intéresser, mesurer le rendement, les coûts des intrants, surtout les marges. On l'a dit, l'agriculteur désire faire un profit. Mais depuis quelques décennies, il existe de nouveaux critères d'évaluation des systèmes de production agricole concernant l'environnement, l'empreinte, l'impact sur l'environnement de la production, la sécurité des aliments et aussi leur qualité. Alors, les voies d'amélioration conventionnelles des systèmes de production concernent un certain nombre de secteurs qui sont au premier chef le matériel végétal, avec un effort considérable d'amélioration génétique des variétés cultivées, de façon à sélectionner ou à créer en fait des traits, des caractères désirables du point de vue de la productivité ou de la résistance à des maladies ou de la qualité, disons, nutritionnelle ou organoleptique des produits. La deuxième voie d'amélioration, bien sûr, c'est la mécanisation, qui a eu lieu dans les années 60-70, pour l'essentiel en France, qui s'est produite plus tôt, par exemple, aux États-Unis, qui était précurseur en la matière, et qui n'est pas terminée, puisqu'on peut toujours agrandir les exploitations agricoles, les mécaniser à outrance, avec des robots qui sont maintenant utilisés pour préparer les champs, réaliser les moissons. Il existe un certain nombre de cas dans lesquels il n'y a plus personne, il n'y a pas d'être humain dans le tracteur, hein, tout est piloté par satellite, etc. Et on a vu, on n'est qu'au début de ce phénomène, parce qu'il existe de grandes réserves, de grands potentiels techniques encore de mécanisation et de robotisation. On cite aussi l'agriculture de précision, dont on débattra un petit peu plus tard, donc à la fin de ce cours. On verra que c'est un ensemble de techniques et d'approches qui permettent d'optimiser la production, de la piloter au niveau local, à l'échelle du mètre, en fait, en planifiant ou en temps réel. Les automates d'irrigation, bien sûr, l'irrigation reste un des moyens principaux d'augmentation des performances agricoles, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, que nous aborderons lors du chapitre adéquat sur le sol. Et puis, bien sûr, la lutte chimique intégrée et biologique contre les ravageurs. Alors, cette évaluation, ces nouveaux critères d'évaluation s'inscrivent à la suite de l'intensification des pratiques agricoles à partir des années 50, ce qu'on a appelé la révolution verte, verte entre guillemets, c'est-à-dire on a augmenté la quantité de biomasse végétale produite, mais ça n'a rien à voir avec le qualificatif vert utilisé aujourd'hui pour désigner les approches plutôt écologistes. Évidemment, cette intensification pose un certain nombre de problèmes, avec une remise en question carrément de la durabilité de ce modèle agricole, avec une perte de fertilité, une érosion des sols, des pollutions, et aussi le bilan carbone de l'agriculture que nous allons évoquer. Et puis l'impact sociétal, c'est-à-dire que les consommateurs et les citoyens ont des souhaits de plus en plus précis sur ce qu'ils veulent manger et la façon dont ces produits agricoles devraient être produits, donc la qualité globale, organoleptique, nutritionnelle. Il faut bien sûr penser aussi à la qualité industrielle, on l'évoque moins souvent, mais ce sont souvent les industriels qui pilotent l'amélioration génétique des variétés végétales de façon à les rendre plus faciles à transporter, plus faciles à conserver et plus faciles à transformer. Donc ce sera le cas par exemple des tomates, typiquement, ou de certains fruits qui sont extrêmement pratiques en termes de conservation et de transport, parce qu'ils sont durs, ils ne s'abîment pas, mais qui n'ont absolument aucun goût. Ne pas oublier aussi la qualité sanitaire, c'est un problème qui est assez largement maîtrisé grâce aux techniques de conservation par le froid, et assez énergivore, c'est tout un modèle industriel qui est derrière, mais ne jamais oublier cette dimension qui est primordiale. Il y a encore régulièrement des épidémies alimentaires, donc des intoxications alimentaires de masse. Donc c'est un point de vigilance particulier. On pourrait rajouter aussi dans l'impact sociétal de plus en plus une demande éthique,
c'est-à-dire la demande de développement de certains moyens de production plus respectueux de l'environnement, mais aussi de la santé du consommateur, voire du bien-être animal, etc. Donc en fait, les agrosystèmes, on peut résumer ça comme ça, sont désormais aussi évalués en tenant compte de ces critères que nous allons essayer de détailler, en commençant par la fertilité des sols. Donc la fertilité des sols dépend en fait essentiellement de la vie biologique du sol. Ça, c'est une découverte de ces dernières décennies. C'est l'idée que la quantité d'organismes vivants dans le sol et leur biodiversité sont tout à fait essentiels à la préservation et à la production d'un sol de qualité. Alors, cette vie biologique est très largement réduite par les pratiques culturales intensives actuelles, en particulier par les apports massifs d'engrais de synthèse. On a ici des effets négatifs des apports d'azote et de phosphore, en particulier vis-à-vis des champignons, les mycorhizes, les champignons qui s'associent aux racines des plantes. Le tassement du sol lié à la mécanisation, donc qui va entraîner un manque d'aération et qui va en retour obliger à procéder à un certain nombre de travail du sol. Et les traitements phytosanitaires, fongicides et insecticides en particulier. Les fongicides sont redoutables parce qu'ils ne sont pas si sélectifs que ça et ils vont impacter directement, en plus du pathogène visé, les champignons du sol. Alors, quel est le mécanisme d'érosion des sols ? Alors, l'érosion, en fait, est liée à l'action de l'eau sur le sol. Donc, vous avez un débit de pluie qui, s'il est supérieur au débit d'infiltration dans le sol, forme une lame d'eau, une flaque, en fait, mais qui peut être assez gigantesque à l'échelle d'un champ. Et si la surface n'est pas plane, cette eau ruisselle et entraîne des éléments solides, on parle d'érosion physique, mais aussi des éléments solubles qui se dissolvent dans l'eau. On a ici une érosion, un effet chimique. 1 hectare de terre peut perdre jusqu'à 60 tonnes par an. On distingue plusieurs mécanismes d'érosion. Le premier, c'est l'érosion diffuse. Là, on a l'effet de l'impact des gouttes directement sur le sol qui détache des particules et on a un sol qui est décapé uniformément sur quelques millimètres. Donc ça va donner des taches plus claires au niveau du sol. On verra également le phénomène de la battance. Érosion de type rigole-interrigole, donc ça c'est ce qui se produit sur des versants à forte pente, donc dans des zones semi-montagneuses par exemple, ou des régions de vallées plus ou moins encaissées. Eh bien, l'impact des gouttes et le ruissellement au niveau des rigoles, donc qui sont ces sillons créés par l'eau, va donc produire des rigoles nombreuses et parallèles à faible distance les unes des autres. Et enfin, l'érosion par ruissellement concentré. Dans ce cas, c'est typique des versants à faible pente. On a des incisions très profondes qui sont plus espacées, plus localisées dans les talwegs. Donc les talwegs, c'est les bas de talus, les bas les fonds de vallée en fait. C'est le point techniquement de plus basse altitude en bas de pente, les lits des rivières, les chenaux, etc. Et donc dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'à des phénomènes de ravinement avec des fosses qui se créent dans les parcelles. La résistance d'un sol à l'érosion dépend du taux d'infiltration, qui lui dépend directement de la structure du sol, mais aussi de la présence ou non d'une croûte de battance. Une croûte de battance, c'est une croûte qui se forme à la surface du sol, un sol qui s'est désagrégé. On étudiera ce phénomène plus en détail dans le chapitre sur le sol, sous l'action de la pluie. Et puis aussi à la présence d'un couvert végétal. Il est clair qu'un végétal va augmenter l'infiltration, tout simplement parce que les végétaux travaillent le sol avec les racines, créent une structure du sol beaucoup plus favorable à la pénétration de l'eau. La résistance à l'érosion dépend aussi de la capacité de rétention en eau en excès dans les micro-dépressions, qui peuvent être assez fortes après le travail du sol. Hein. On a des sillons. Donc par exemple après un labour ou les traces de roues des engins agricoles, en admettant évidemment qu'on n'est pas labouré dans le sens de la pente. Donc là on a un effet de rétention de l'eau dans ces micro-cavités, ces petites cavités
au niveau du champ. Ce sera le cas également si des résidus de végétaux sont laissés en surface. C'est de nature à diminuer radicalement l'érosion du sol. Et enfin, donc, la résistance à l'érosion dépend de la résistance à l'arrachement du sol, qui va dépendre du degré d'ameublissement, c'est-à-dire de friabilité de la couche superficielle du sol, qui là aussi dépend du travail du sol. Les facteurs aggravant l'érosion dans les systèmes de production modernes sont d'abord la superficie de parcelles qui sont homogènes et qui, donc, de fait, vont subir l'érosion sans obstacle. La destruction, justement, des obstacles naturels à l'écoulement, comme les haies et les talus, ou les bandes enherbées. Les cultures annuelles peu couvrantes, qui remplacent de plus en plus les cultures pérennes. Donc on a ici une exposition du sol au ruissellement qui est plus grande avec ce type de culture. Le labour, on l'abordera dans le chapitre sur le travail du sol, donc qui a un certain nombre d'avantages, il n'a pas été pratiqué par hasard, mais qui est de plus en plus remis en question à cause de ses effets négatifs, tels que l'ameublissement excessif des couches superficielles de sol. Donc ça a un effet très favorable à l'arrachement des particules par la lame d'eau en cas de forte pluie, et l'obligation d'utiliser des engins lourds pour tracter les charrues qui réduisent l'infiltration en tassant le sol. Dernier facteur aggravant qui est très important, c'est l'absence ou la diminution de la matière organique dans le sol. Moins il y a de vie dans le sol, moins la structure du sol, la structure c'est une notion aussi qu'on va développer plus tard, est aérée. Donc moins il y a de micro-cavités en sous-sol pour permettre l'infiltration de l'eau, et donc ceci tend à augmenter l'érosion. On voit ici une carte de l'Europe montrant les zones de forte ou basse érosion. Donc en jaune clair, on a des zones à faible risque d'érosion. Vous constaterez qu'il s'agit essentiellement des plaines. Et puis quand on va vers le marron et le noir, donc on a des risques d'érosion plus grands. Et bien évidemment, ce qui structure cette répartition du risque d'érosion, c'est la pente en fait du terrain. On voit que c'est dans les zones montagneuses, on a plus de risques que dans les zones de plaine. Les remèdes pour limiter l'érosion des sols, tout d'abord réduire ou supprimer le passage d'engins lourds, donc développer les pratiques sans labour. Sous-soler, alors le sous-solage consiste à passer un engin assez lourd qui va fendre le sol en profondeur, à quelques dizaines de centimètres de la surface, sans le retourner. On appelle ça aussi un décompactage. C'est très intéressant pour casser une semelle de labour, on en reparlera. Il s'agit là de créer des conditions de drainage du sol et de favoriser ensuite, dans un second temps, la structure du sol en apportant des amendements calciques, par exemple. Le calcium a un rôle très important dans la structure du sol, ça aussi on le reverra. On peut également recourir aux cultures dérobées, donc ces cultures qui se placent entre deux cultures principales au cours de l'année, entre une céréale et une plante sarclée, comme la pomme de terre par exemple, et qui peut être récoltée et valorisée pour ses graines en tant que fourrage. Par exemple, l'avoine de printemps, le colza fourragé, le radis fourragé, le sarrasin. L'idée est de ne pas laisser le sol nu, et ceci va limiter l'érosion. Et évidemment, c'est du bon sens, mais éviter d'orienter le travail du sol dans le sens de la plus grande pente du terrain, de façon à limiter, là encore, l'entraînement de l'eau selon la pente. Le deuxième problème qui est posé et qui est surveillé aujourd'hui pour évaluer les systèmes de production agricole concerne les pollutions. Alors les pollutions, il en existe différentes sortes. Les polluants qui sont incriminés sont les métaux lourds, les engrais, donc c'est-à-dire les éléments fertilisants apportés azote, phosphore, potassium, et les pesticides, qu'on appelle aussi souvent des xénobiotiques. Ce sont des xénobiotiques pour la plupart, c'est-à-dire des molécules, alors xénos ça veut dire étrangère, biotique la vie, sont des molécules étrangères à la vie, c'est-à-dire des molécules de synthèse qui n'existaient pas dans les écosystèmes avant que l'humain les produise. L'origine de ces polluants est assez variée. Un gros poste de pollution concerne la fumure, donc l'engrais, avec en particulier les boues de stations d'épuration, les effluents d'élevage et les fertilisants minéraux, et puis bien sûr les pesticides, avec des résidus
contenant des résidus d'arsenic, de cuivre, de métaux lourds. Les systèmes qui sont touchés sont non seulement bien sûr le sol, mais aussi les eaux superficielles, telles que les rivières, les lacs, les ruisseaux, et les eaux souterraines. Donc en particulier les nappes phréatiques, qui sont extrêmement importantes. Commençons par les métaux lourds. Leur origine, c'est plutôt les stations d'épuration, abrégées STEP, mais aussi les effluents d'élevage ou les effluents industriels. Vous avez ici à droite un tableau qui montre en partie par million les teneurs en différents métaux lourds qu'on trouve dans des bouts de stations d'épuration par rapport aux teneurs admises ou classiques dans les sols. Vous voyez qu'on est plusieurs ordres de grandeur au-dessus pour le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, d'un facteur 10 jusqu'à un facteur quasiment 1000. 100, pardon. Donc on a une concentration de ces métaux dans les bouts de stations d'épuration qui sont épandus sur les champs pour leurs propriétés fertilisantes. Donc ça, c'est un problème. Notez que le seuil de toxicité va dépendre aussi de la nature du sol. On ne peut pas définir un seul critère, une seule norme. Cette toxicité sera plus élevée dans les sols sableux, par exemple, que dans les sols limoneux. Donc vous avez ici un exemple pour le cadmium avec des teneurs de référence. Donc à droite, donc, dans le schéma, vous voyez la nappe phréatique qui contient 0,1 g par hectare et par an, donc d'apport de ces métaux lourds par infiltration depuis le sol. Mais si vous apportez donc des bouts de stations d'épuration ou des engrais minéraux, vous réalisez un apport de 0,8 à 5 grammes par hectare et par an, ce qui est considérable. Les effluents animaux aussi peuvent apporter des quantités significatives de cadmium. Les amendements calciques dans une moindre mesure et les retombées atmosphériques également dans une moindre mesure. Il y a également le cas de l'arsenic, des pesticides contenant de l'arsenic, donc qui sont utilisés assez massivement dans certaines cultures, telles que les cultures de coton, de cotonniers, les golfs, l'entretien des golfs pour avoir de belles pelouses, les vergers et puis les rizières dans certains pays. Et enfin, le cuivre, là on peut mentionner les pesticides à sulfate de cuivre, qui sont massivement utilisés en arboriculture et en viticulture, et aussi en agriculture biologique. C'est un des seuls produits disponibles pour réaliser une lutte chimique contre les pathogènes. La bouillie bordelaise, qui va contenir ce principe actif, peut entraîner, même en agriculture biologique, une pollution très significative des sols sur suffisamment longue période. Il y a ensuite le cas, après les métaux lourds, le cas des engrais. L'azote et le phosphore, qui sont apportés de façon très régulière en excédent par rapport aux besoins de la plante, et qui contribuent à la pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques. On a dans le graphique en bas à gauche les livraisons d'engrais à la culture en millions de tonnes d'éléments fertilisants. Donc azote, phosphore et potasse, à différentes dates, donc depuis les années 70 jusqu'en 2012. Alors on voit effectivement que les engrais phosphatés et potassiques ont moins été utilisés sur la période. Leur utilisation a été très largement diminuée par un raisonnement en fait de ces apports. L'azote aussi, après avoir augmenté pendant des années jusqu'aux années 90, connaît une stagnation, voire une légère baisse. Donc il semble y avoir une prise de conscience et un changement, une tendance au changement dans l'utilisation massive de ces engrais. Donc on essaie d'en apporter la dose suffisante, mais pas en excès. On le voit également, donc ces chiffres en milliers de tonnes d'éléments fertilisants, on va le voir dans le petit tableau en bas à droite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette évolution. Alors concernant l'azote d'abord, avec la problématique des nitrates, donc les nitrates NO3-, il y a une limite, une norme européenne qui définit une eau potable si elle contient moins de 50 mg de nitrate par litre. Les nitrates vont percoler dans le sol, donc ils vont se diffuser lentement, entraînés par l'eau, à raison de 0,5 m par an vers le fond. Donc l'effet des nitrates va apparaître avec un délai de plusieurs dizaines d'années dans les nappes phréatiques. Donc on constate aujourd'hui, on subit aujourd'hui les pollutions aux nitrates qui datent d'il y a 20 ou 30 ans. Donc ces quantités de nitrates en valeur absolue ont été évaluées à 20 à 45 kg par hectare et par an se déplaçant vers les nappes phréatiques.
Le risque de consommer une eau trop riche en nitrate, d'abord, c'est la méthéglobinémie du nourrisson, donc qui est une maladie qui va toucher essentiellement les enfants, et les nitrites qui sont cancérigènes. Donc les nitrates vont être transformés en nitrites par les bactéries du tractus digestif. Les adultes sont assez protégés parce que l'acidité de leur estomac limite la pollution bactérienne, mais c'est moins le cas des nourrissons. Et ces nitrites transforment l'hémoglobine en méthémoglobine qui est non fonctionnelle. Donc ça va handicaper, perturber le transport de l'oxygène par le sang, ce qui est évidemment très embêtant et peut être mortel. Il y a également des soupçons sur le fait que les nitrites, lorsqu'ils se combinent à des acides aminés, donnent des nitrosamines qui sont très probablement cancérigènes. Donc il y a un sujet d'ailleurs qui n'a rien à voir avec la pollution, mais sur les nitrites utilisés dans la conservation des produits charcutiers. Donc on voit de plus en plus de produits sans nitrite, conservés sans nitrite, parce qu'il est avéré maintenant que ces nitrites ont un fort potentiel cancérigène et peuvent donner par exemple le cancer du côlon. Ce qui favorise l'entraînement des nitrates vers les nappes phréatiques, d'abord l'excès de fumure, qu'elles soient minérales ou organiques, que ce soit des effluents d'élevage ou des engrais de synthèse. L'absence de végétation durant la période hivernale, qui va favoriser la lessivation de ces nitrates et leur solubilisation dans l'eau. La perméabilité du sol, qui dépend de la texture, c'est-à-dire de la taille des particules du sol, on y reviendra, et de sa structure, la cohésion des particules entre elles. Les conditions climatiques, la pluviosité surtout, dans les régions à forte pluviosité ou à pluviosité régulière, on va avoir des pollutions plus fortes. Et les systèmes de culture, l'irrigation notamment, mais aussi le drainage qui favorise l'entraînement de ces nitrates. On va voir ici le surplus d'azote brut en France entre 2000 et 2009, donc une période de 10 ans qui montre que on a une stabilisation, en fait, une baisse puis une stabilisation du surplus d'azote apporté sur les champs. Donc vous avez le graphique en haut à gauche qui vous montre les kilos d'azote par hectare de surface agricole utile. Donc entre 2000 et 2009, vous voyez que les apports ont diminué de 175 à 150. Les exports sont les mêmes. Les exports, c'est ce que la plante va puiser, va pomper, va immobiliser. Et donc le surplus, c'est ce qui risque d'être entraîné vers la nappe phréatique ou vers les rivières ou les lacs, donc d'être solubilisé dans l'eau et entraîné. Donc on voit une légère diminution de ce surplus au fil du temps. Le tableau en dessous nous montre quels sont ces apports, leurs origines, donc les fertilisants minéraux qui ont eu tendance à diminuer. On est passé de 80 kg d'azote par hectare de SAU à 75, donc une diminution légère entre 2000 et 2018 sur une période de 20 ans ici. Les déjections des herbivores ou des porcs et des volailles. Donc les déjections des herbivores ont légèrement diminué, celles des porcs et des volailles ont stagné. Et on voit également l'évolution des exports, là, qui a assez peu évolué en fait sur la période. Géographiquement, quelles sont les zones les plus touchées par les excès d'azote? Eh bien, vous voyez que c'est la Bretagne occidentale, donc la pointe bretonne, et la Champagne, Ardennes, Lorraine, qui sont des régions dans lesquelles on va avoir plus de 70 kg par hectare, en 2012 par exemple, par hectare de SAU. Et enfin, vous avez à droite la carte des zones vulnérables aux nitrates, donc dans lesquelles sont susceptibles de se développer des pathologies liées à la consommation de nitrates dans l'eau potable. Vous voyez que c'est une grande partie du territoire. C'est vrai que les zones montagneuses et le sud-est sont relativement épargnées, ainsi que la Corse. Mais sinon, toutes les grandes plaines et les zones d'élevage intensif sont concernées par ce problème. Le deuxième engrais qui pose problème, c'est le phosphate. Donc les phosphates sont liés aux particules de terre. C'est un engrais qui est peu soluble au départ et qui peut être entraîné simplement par le ruissellement, donc accroché aux particules de terre, dans les processus qu'on vient de voir concernant l'érosion des sols. Mais il y a aussi des phosphates solubles. La seule forme soluble, c'est l'orthophosphate, PO4 3-, qui peut être entraîné par les écoulements superficiels et souterrains.
On estime les pertes entre 0,3 à 1 kg de phosphate par hectare et par an. 1 kg donc dans les sols les plus filtrants. Ce qui peut polluer très fortement l'eau, puisque c'est une capacité de pollution de 15 à 50 millions de litres d'eau. Comme pour l'azote, voici les graphiques de surplus de phosphore en France, donc entre 2000 et 2012. On est passé de 8 à 1 kg par hectare de SAU. Donc ici, la diminution a été beaucoup plus forte. Et donc le surplus maintenant est quasi nul. C'est un problème qui est en passe d'être contrôlé dans la plupart des régions. Donc on apporte beaucoup moins de phosphore, on est beaucoup plus économe en phosphore lorsqu'on fait une fumure, et donc il y a beaucoup moins de phosphore en surplus par rapport à ce que la plante peut utiliser. On travaille beaucoup plus près des besoins des plantes. Le tableau nous montre la nature de ces apports et leur évolution. Les fertilisants minéraux, les boues et les composts ont diminué de moitié entre 2000 et 2018. Les déjections des herbivores ont légèrement évolué à la baisse, et les déjections des porcins ont plutôt eu tendance à augmenter. Les zones touchées géographiquement en 2012, eh bien on voit que c'est encore la Bretagne occidentale. Donc la Bretagne, une terre d'élevage intensif hors sol, qui crée d'énormes quantités de déjections animales qui doivent être répandues sur les champs, donc qui sont utilisées et qui sont valorisées de cette façon, mais qui entraînent des pollutions, on l'a vu, au nitrate et aussi au phosphore. Alors réduire cette pollution par les engrais va impliquer de raisonner globalement le système de culture. Donc il n'y a pas une solution, mais un ensemble de solutions à appliquer. La première d'entre elles pourrait être d'implanter un CIPAN, donc ces cultures intermédiaires pièges à nitrate, qui vont piéger non seulement le nitrate, mais aussi éventuellement le phosphore qui sera en excès, et qui seront donc transformés par la plante en matière organique, donc c'est du phosphore qui ne peut plus être entraîné dans l'eau, et ensuite restitué au sol par une minéralisation lorsque la culture est détruite, et réutilisé très rapidement par la culture suivante. Donc l'idée, c'est d'avoir un cycle de l'azote et un cycle du phosphore en continu dans le sol, en évitant de garder longtemps, surtout pendant les périodes humides, des quantités importantes de nitrate et de phosphore dans le sol. Éviter les apports à l'automne, puisque c'est la saison la plus pluvieuse, donc la plus susceptible de procéder à l'entraînement de ces produits. Prendre en compte les apports de la matière organique dans le bilan de fertilisation. Donc là, on est dans un principe de parcimonie. On va compter tous les apports de minéraux venant du sol pour nourrir la plante, et on apportera sous forme minérale uniquement ce qui manque. Alterner des cultures à enracinement superficiel et profond pour aller capter à intervalles réguliers les nitrates qui sont dans des strates différentes du sol. Fractionner les apports, je l'ai déjà dit, on le reverra, mais l'azote n'est jamais apporté en une seule fois. On va fractionner les apports de façon à ce que le besoin en fertilisation de la culture soit satisfait de façon progressive tout au long de la culture. Éviter les arrosages excessifs et, par exemple, prendre en compte, ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur la matière organique, mais prendre en compte les résidus de la culture précédente, les pailles en particulier, qui vont libérer un certain nombre d'éléments fertilisants, tels que l'azote ou le phosphore, prendre en compte dans le calcul de la dose minérale à apporter. Donc là encore, essayer de se situer au plus près des besoins réels de la culture par rapport à tout ce qui va être fourni par ailleurs. Alors, si on regarde les surfaces qui restent nues en hiver en France en 2011, ça a dû évoluer depuis, et ça a dû diminuer, mais on voit quand même qu'il y a de grandes portions du territoire, de grandes régions, dans lesquelles on a encore à peu près 50% des terres des sols qui restent nus l'hiver. Donc, entre deux cultures. Donc, la couverture végétale systématique n'est pas encore une pratique totalement répandue. Certaines zones font plus d'efforts ou pratiquent des systèmes plus intensifs qui vont permettre de couvrir le sol entre les deux cultures pendant l'hiver. La moyenne en France, c'est que 20% des sols, un cinquième, ne sont pas couverts l'hiver.
On peut voir dans le graphique de droite les espèces utilisées comme SIPAN, hein, ces cultures intermédiaires pièges à nitrate, essentiellement des crucifères, hein, des brassicacées, par exemple la moutarde, des graminées pour 24%, et puis aussi d'autres espèces, des légumineuses, la facélie, etc. Un des problèmes majeurs liés à la pollution par l'excès d'engrais est l'eutrophisation des milieux aquatiques. Donc l'eutrophisation, ça vient du grec qui veut dire bien nourri, eutrophe. C'est un processus par lequel des nutriments s'accumulent dans un milieu. Ici, en l'occurrence, des eaux claires. L'état trophique, trophos, ça veut dire alimentation, nourriture. L'état trophique, donc agronomique ou écologique, d'un milieu terrestre ou aquatique, où des êtres vivants sont exposés à un excès chronique de nutriments. Donc un milieu oligotrophe contient des minéraux mais en petite quantité et va se caractériser par des eaux claires et fraîches, peu de végétaux aquatiques, une eau bien oxygénée, un fond de roches, de gravier, de sable visible et beaucoup d'espèces animales et végétales, une grande biodiversité. C'est un milieu qui fonctionne parfaitement du point de vue environnemental. Un milieu eutrophe, un excès d'azote et surtout de phosphore, hein, va stimuler la prolifération des algues. Donc là, ça va entraîner une réduction de la pénétration de la lumière et de l'oxygène en profondeur. On aura une sédimentation des matières organiques en décomposition, avec donc une réduction de l'oxygène qui est consommé par les bactéries, et une réduction de la faune. Donc on a des eaux peu transparentes, plus chaudes, beaucoup de végétaux aquatiques, du coup des eaux peu oxygénées, un fond vaseux et une biodiversité réduite. Donc on estime que l'agriculture est responsable pour 40% de l'eutrophisation des eaux dans certaines régions. Le seuil d'eutrophisation pour l'azote est de 0,3 mg par litre. Au-delà, donc, on a un phénomène d'eutrophisation. Et le seuil d'eutrophisation pour le phosphore est de 0,01 à 0,02 mg par litre. Troisième élément de pollution, les pesticides. Alors, qu'est-ce qu'un pesticide ? C'est le Code de la santé publique qui nous le dit. Ce sont les insecticides, les herbicides, les fongicides, les nématocides, pour tuer les nématodes, qui sont ces vers microscopiques qu'on trouve dans le sol, les acaricides, pour tuer les acariens, les algicides, pour tuer les algues, les rodenticides, pour tuer les rongeurs, et les produits anti-moisissure organique, ainsi que les produits apparentés, notamment les régulateurs de croissance, on l'a vu, les hormones qui peuvent être utilisées pour réduire les entreneux, leurs métabolites, leurs produits de dégradation et de réaction pertinents. Pertinents, c'est-à-dire s'ils ont un effet quelconque, c'est très difficile à démontrer, hein, mais sur l'écosystème. Donc ce sont tous ces produits et, j'insiste, leurs métabolites, c'est-à-dire que ces produits peuvent avoir une durée de vie, on le calcule, on le mesure en tant que la demi-vie, le temps qu'il faut pour détruire la moitié des molécules qui ont été épandues dans un milieu. Eh bien, ces molécules vont se dégrader en produisant d'autres molécules, qui ne sont pas les substances actives forcément de ces produits, mais qui peuvent avoir d'autres effets, positifs ou négatifs d'ailleurs, sur l'environnement. Donc c'est un vrai sujet, une grosse difficulté à l'heure actuelle. Il existe tellement de produits pesticides utilisés en agriculture que c'est déjà très difficile de faire des profils exhaustifs de ces produits. Et il faut en plus chercher leurs catabolites, leurs produits de dégradation, et essayer d'évaluer leur toxicité. Autant vous dire que c'est quelque chose de difficile qui mobilise beaucoup d'énergie et qui n'est pas encore parfaitement au point. Dans les sols, donc, on estime que 50% des pesticides appliqués se retrouvent à la surface du sol, où ils vont engendrer des perturbations biologiques et chimiques. Les fongicides en particulier sont redoutables parce qu'ils stérilisent partiellement le sol. Ils vont favoriser certaines espèces au détriment d'autres. Typiquement, ils vont favoriser les bactéries par rapport aux champignons, pendant des périodes qui peuvent être assez longues, plusieurs mois par an. Certains pesticides agissent aussi de façon négative en modifiant la biodisponibilité des éléments nutritifs. Par exemple, ils vont aider à solubiliser du cuivre, du manganèse, du zinc, et ceci sera à l'origine d'une phytotoxicité. La plante va en prélever trop, parce que ces éléments deviennent biodisponibles, ils deviennent solubles. La rémanence des pesticides va dépendre de la teneur en matière organique du sol, de l'activité biologique
et d'autres caractéristiques comme le pH ou l'ensoleillement d'ailleurs aussi, donc c'est la photodégradation de ces pesticides. Dans les eaux, le risque lié aux pesticides dépend de la quantité épandue, de sa persistance et beaucoup aussi de sa mobilité. Les produits de dégradation des pesticides doivent être considérés tout autant que les pesticides eux-mêmes. Ils peuvent avoir des propriétés de solubilité très différentes. Un pesticide peut être relativement peu soluble, mais un de ses sous-produits peut devenir extrêmement soluble. Donc les pertes de pesticides sont fonction des modalités d'application. On a des formes de poudre, des pesticides sous forme de poudre mouillable. Et là, on a des pertes de l'ordre de 30%. Quand il s'agit de produits insolubles, les pertes sont beaucoup plus faibles, entre 2 et 5%. Les moyens d'action, pour l'instant, c'est de raisonner les traitements et de chercher des méthodes alternatives aux pesticides, sachant que c'est extrêmement compliqué. Alors après la pollution, un critère aujourd'hui qui doit être considéré pour évaluer les systèmes de production agricole est le bilan carbone de l'agriculture. Donc on a des statistiques pour la France. L'agriculture consomme 10% de l'énergie en France et émet environ un quart des gaz à effet de serre. Donc gaz à effet de serre qui seront abrégés GES. Pour l'essentiel, ça n'est pas du CO2, contrairement à l'industrie, mais du méthane, CH4, et du protoxyde d'azote, N2O. Et le problème, c'est que ces deux gaz à effet de serre ont un pouvoir réchauffant à quantité égale bien supérieur à celui du CO2. Donc ce qui va être important, c'est d'estimer leur pouvoir de réchauffement de l'atmosphère, plus que leur quantité absolue d'émissions. Donc les informations que je vais montrer sont tirées d'une étude de Solagro. J'explique dans ce petit paragraphe ce dont il s'agit. Je l'ai trouvé sur Internet, donc c'est un outil assez intéressant. Et ils ont une expertise technique et prospective dans différents domaines. Et en particulier, ils ont produit un outil qui s'appelle Planète, qui fait un bilan énergétique et des gaz à effet de serre des fermes françaises à l'échelle de l'exploitation. Donc ceci a été fait à l'échelle de 3500 exploitations qui ont accepté de faire le bilan. Donc on va voir les résultats, certains résultats de cette étude qui sont vraiment intéressants. D'abord, la consommation moyenne d'énergie des exploitations céréalières. Donc imaginons une exploitation céréalière sans culture industrielle. Donc du blé, du maïs, du tournesol, mais pas de la betterave, ni de la pomme de terre ou du tabac. Les émissions donc sont de l'ordre de 17 en moyenne gigajoules par hectare. Alors vous remarquez à droite, je mets un équivalent litre fuel, qui est plus parlant, donc ça équivaut à 470 litres de fuel par hectare. Et on peut aussi exprimer ce résultat par tonne de matière sèche produite. C'est toujours très important. Et on le verra tout à l'heure quand on va comparer des exploitations conventionnelles et bio. Il est très important de savoir quelle est la pollution par produit. L'exploitation, son objectif est de produire des biens agricoles. Et donc il est vraiment intéressant, surtout, au moins autant que la valeur absolue, d'avoir la valeur relative d'émissions, de consommation d'énergie ou d'émissions de gaz à effet de serre par tonne de matière sèche produite. Donc en l'occurrence, ça fait 3,5 gigajoules par tonne de matière sèche, c'est-à-dire 98 équivalents litres de fuel. Quels sont les postes de consommation de l'énergie ? Eh bien, vous avez le tableau à droite qui vous montre les différents postes. Le plus important est la fertilisation, c'est-à-dire les engrais et les amendements, parce que la production des engrais, en particulier des nitrates, des engrais azotés, consomme énormément d'énergie. C'est quasiment 50% de l'énergie consommée par l'exploitation. C'est la simple utilisation des engrais. Le fuel, utilisé dans les tracteurs, dans les machines et dans tout ce qu'on veut, ne représente que 21%. L'électricité, seulement 9%. Donc vous voyez, et les autres postes, finalement, en termes de consommation énergétique, sont assez faibles. Phytosanitaire, 5%, semences, 2%, bâtiments, 1%. Donc, première information vraiment importante, ce sont les engrais de synthèse, les engrais minéraux, qui sont la source principale de consommation d'énergie, dans l'agriculture.
Maintenant, regardons les émissions de gaz à effet de serre. Toujours pareil pour une culture industrielle. Une culture, céréalière sans culture industrielle, excusez-moi. Donc c'est 2,2 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et 0,45 tonnes d'équivalent CO2 par tonne de matière sèche. Donc la tonne d'équivalent CO2, c'est l'unité commune pour tous les gaz à effet de serre. Quel que soit le gaz considéré, on va l'exprimer en équivalent CO2. Les émissions de méthane, CH4, sur cette exploitation, sont inexistantes, parce que ce sont les animaux, les déjections animales et les éructations des bovins qui émettent du méthane. Par contre, les émissions de protoxyde d'azote sont très importantes. Elles représentent 58% des émissions de gaz à effet de serre. C'est supérieur à la quantité de CO2, qui elle ne représente que 42% de ces émissions. Donc le protoxyde d'azote, N2O, vient essentiellement des apports d'engrais azotés sur les sols cultivés. Donc ça, c'est très important. On voit que finalement, les engrais sont la source principale de consommation d'énergie, mais aussi la source principale de production de gaz à effet de serre en agriculture. Donc pour comprendre pourquoi ce protoxyde d'azote est si important en termes de production de gaz à effet de serre, eh bien, il faut connaître simplement le cycle de la matière organique dans le sol. Donc la biomasse qui contient de l'azote organique va se minéraliser en plusieurs étapes, produire de l'ammoniac, puis du nitrate et enfin du diazote, N2. Le diazote est un gaz neutre, il compose à peu près 70% de l'atmosphère. Donc il va partir effectivement dans l'atmosphère. L'étape qui transforme l'ammoniac en nitrate s'appelle la nitrification. Et l'étape qui transforme le nitrate en diazote s'appelle la dénitrification. Donc c'est centré évidemment autour du nitrate. Eh bien, chacune de ces étapes a pour produit intermédiaire le protoxyde d'azote. Et il se trouve que ce gaz est volatile, que c'est un gaz donc évidemment, et qu'il est volatile, donc il va être susceptible de partir dans l'atmosphère. Le pouvoir réchauffant, on l'a dit, est beaucoup plus fort que celui du CO2. Il est 310 fois plus fort que celui du CO2. Donc on est vraiment un ordre de grandeur au-dessus de la capacité de réchauffement du CO2. Donc c'est sa capacité en fait à absorber les rayons infrarouges. Un gaz à effet de serre réchauffe l'atmosphère en captant l'énergie des rayonnements infrarouges. Cerise sur le gâteau, le protoxyde d'azote provoque aussi la dissociation de l'ozone stratosphérique. Le bilan carbone du système d'exploitation va évidemment dépendre du type de culture, de la présence de production animale. Les bovins sont plus polluants de ce point de vue que les volailles, du fait qu'il s'agit d'un système intensif ou extensif. Évidemment, les systèmes extensifs polluent plus. Et des choix techniques, donc des itinéraires techniques. Y a-t-il de l'irrigation? Ça consommera plus d'énergie. Une mécanisation poussée, pareil. Quels sont les modes de fertilisation utilisés, etc., etc. Donc dans ce graphique à droite, vous avez la répartition des gaz, des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole par poste. Vous voyez, les sols agricoles, donc via la fertilisation, représentent 45% de l'émission de ces gaz à effet de serre. La fermentation entérique, c'est-à-dire la fermentation qui a lieu dans le tractus digestif des animaux d'élevage, en représente 28%. Les déjections animales, seulement 15%. Et la consommation d'énergie, donc le fait de brûler des énergies fossiles, seulement 11%. Ce schéma est important, il montre les sources de gaz à effet de serre dans l'exploitation agricole. Donc on a à gauche l'amont de l'exploitation, avec tous les intrants, les machines, la fabrication des engrais, des pesticides, donc qui consomment de l'énergie et produit donc du CO2, mais aussi du protoxyde d'azote. Au niveau du champ lui-même, de l'exploitation elle-même, les plantes et les sols respirent, les animaux aussi d'ailleurs, donc émettent du CO2, la respiration végétale. La consommation d'énergie fossile par les tracteurs, par les machines agricoles émettent également du CO2. L'engrais épandu lors des processus de nitrification et dénitrification va produire du protoxyde d'azote. Et les déjections animales et même les éructations animales produisent du méthane.
Notez que les nitrates peuvent être, on l'a dit, lessivés et entraînés par l'eau dans le sol, jusque dans d'autres milieux où se produira la dénitrification, et donc on peut avoir une émission de protoxyde d'azote liée à l'agriculture en dehors du champ. C'est ce que montre la partie en bas à droite du schéma. Et puis en aval de la production agricole, évidemment, on a tous les processus de transport, de transformation et de consommation, de distribution, qui vont produire également du CO2 par consommation d'énergie. Il existe à l'échelle des exploitations un lien très fort entre la quantité de gaz à effet de serre émis et la consommation d'énergie. En gros, plus une exploitation est intensive, plus à la fois elle consomme de l'énergie et émet des gaz à effet de serre. Donc c'est ce que vous avez présenté dans ce graphique de corrélation. En abscisse, la quantité d'énergie consommée en gigajoules par tonne de matière sèche produite, et en ordonnée, la quantité de CO2 en tonnes équivalent CO2 par tonne de matière sèche produite. Vous voyez une corrélation très forte avec un coefficient de corrélation de 0,83, ce qui est très élevé. Donc il faut bien comprendre que les gaz à effet de serre ne viennent pas forcément directement de la consommation d'énergie, en fait. Donc, mais cette corrélation est liée simplement au caractère intensif. Il y a un troisième facteur qui explique ces deux-là, c'est le fait que l'exploitation est intensive. C'est-à-dire qu'elle utilise massivement la mécanisation et massivement les engrais de synthèse. Regardons maintenant quelques systèmes de culture un petit peu différents. Ici, on a un graphique qui va nous montrer la consommation d'énergie en gigajoules par hectare de SAU pour 3 pratiques agricoles très différentes. Donc, l'agriculture biologique à gauche. Donc, on a 1, 2, 3, 4 exploitations qui sont représentées là par les différents points de différentes couleurs. Ensuite, au milieu, on a un céréalier sans irrigation, donc production de céréales en sec, et à droite, un céréalier avec irrigation. On voit d'abord, la première chose qui saute aux yeux, c'est que quel que soit le système de production, on a une grande dispersion des données. C'est-à-dire qu'on a, pour un même type de système d'exploitation, finalement, des consommations très différentes. Si vous prenez le céréalier irrigant, ça va de 12,4 gigajoules par hectare de SAU jusqu'à 30. Si vous prenez l'agriculture biologique, ça va de 4,7 à 20,9. Donc ce point 20,9 le qualifie de bio-intensif. Il est un peu atypique. Il est vraiment très au-dessus des autres points. Il se dégage néanmoins une tendance. Alors on pourrait faire une régression, on pourrait regarder si c'est significatif ou pas, mais rien qu'à l'œil, ici, on voit déjà une tendance, c'est que la conduite en agriculture biologique consomme moins d'énergie que la culture de céréales en sec, qui elle-même consomme moins d'énergie que la culture de céréales irriguées. Mais je vous l'ai dit, il est très important de comparer les émissions en fonction des tonnes de matière sèche produites. L'idée est bien de produire et de satisfaire un besoin. Et donc, quand on exprime la consommation d'énergie, cette fois par tonne de matière sèche produite, eh bien évidemment, la relation n'est plus du tout la même. C'est-à-dire qu'on voit qu'en agriculture biologique, en céréales en sec ou en céréales irriguées, on va avoir à peu près sensiblement les mêmes émissions par tonne de matière sèche produite. Donc c'est vrai, les céréales irriguées consomment beaucoup plus d'énergie, mais elles produisent aussi beaucoup plus. Donc si on ramène à la production, eh bien, on voit que ça s'égalise. Alors, il faudrait voir, donc là on parle vraiment, pour le coup, la notion qu'on essaie d'appréhender avec ce type d'analyse, c'est l'efficacité du système de production, c'est-à-dire sa consommation d'énergie par produit. Alors, il semblerait que l'agriculture biologique, dans ce cas, en tout cas, ne soit pas plus efficace par unité de matière sèche produite. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que l'agriculture biologique ou des pratiques moins intensives d'agriculture peuvent s'accompagner, et s'accompagnent en règle générale d'une baisse du rendement. Et donc finalement, à la tonne produite, on n'est pas forcément moins polluant ou moins consommateur en certains intrants, ici l'énergie.
Il existe un fort lien, un lien puissant entre l'agriculture et la politique énergétique. L'agriculture, on le redira plus tard, mais est un secteur très politique. Le premier, c'est que l'utilisation massive d'énergies fossiles, qui ne sont pas renouvelables par définition, pour l'agrochimie, je vous montrerai le procédé de fabrication des engrais azotés, donc des nitrates. Vous verrez que c'est extrêmement consommateur d'énergie, on l'a déjà dit aussi tout à l'heure, et la mécanisation, bien sûr, qui consomme des énergies fossiles. Donc cette exploitation rapide, intensive des énergies fossiles est à l'origine de l'explosion des rendements. Ça, et la recherche scientifique, bien sûr, entre 1950 et 2000, mais on sait que ces énergies fossiles ne dureront pas toujours. Chaque année, les stocks évoluent, les techniques aussi pour prélever le pétrole ou le gaz naturel évoluent, mais on sait qu'un jour, il n'y en aura plus. Donc, il y a un enjeu politique très fort à essayer de trouver un modèle agricole alternatif qui soit moins dépendant des énergies fossiles. Parce que tôt ou tard, il faudra faire autrement. Ensuite, deuxième point, les émissions de gaz à effet de serre, on l'a vu, CO2, CH4N2O, et puis son corollaire aussi, le défrichage des forêts, puisque à l'heure actuelle, on continue à défricher des forêts en Amazonie ou en Afrique pour faire des champs. Et donc tout ceci contribue assez fortement au réchauffement climatique, qui est un problème de plus en plus urgent et qui semble de plus en plus sérieux. Et puis troisième point, l'agriculture est utilisée pour produire des biocarburants. Donc là, ça peut créer un problème avec un arbitrage politique là qu'il faudra faire aussi, avec une compétition possible entre la production de biocarburants et la production d'alimentation. Est-ce qu'on peut consacrer autant de surface qu'on le souhaite à la production de biocarburants? Si ça se fait au détriment de l'alimentation, c'est pas sûr. Donc on peut poser la question d'une stagnation ou d'une baisse de la production globale à terme, ce qui est un vrai souci puisque la démographie humaine va continuer encore à monter pendant quelques décennies pour finir par se stabiliser et puis diminuer. Il n'y a plus qu'une région du monde qui est en explosion démographique, c'est le continent africain. L'Asie du Sud-Est est en train de faire sa transition démographique. L'Europe l'a faite il y a bien longtemps, aux États-Unis aussi. Même l'Amérique du Sud, un pays comme le Brésil, a une pyramide des âges qui ressemble de plus en plus à celle de l'Allemagne. Donc des pays vieillissants. Donc les transitions démographiques sont en train de se faire, sauf en Afrique. Donc on va avoir une augmentation de la population encore pendant quelques décennies. Et évidemment, ça va avoir un impact assez radical sur la demande en alimentation. Il est très important de bien situer le problème du bilan carbone vis-à-vis au niveau des activités économiques qui produisent les gaz à effet de serre. Et de situer l'agriculture par rapport à ça. Donc ici, vous avez un camembert qui est très intéressant, donc qui est tiré d'un PowerPoint de Jean-Marc Jancovici, qui est un spécialiste. Alors maintenant, je le suis depuis une quinzaine d'années. Il fait des conférences passionnantes. C'est souvent la même, un peu améliorée, un peu modifiée, mais qui permettent de bien comprendre de façon chiffrée les enjeux, les enjeux énergétiques et les enjeux du réchauffement climatique, qui sont évidemment liés. Donc il y a ce graphique que je trouve vraiment édifiant, qui montre les sources des gaz à effet de serre par activité économique. Donc vous voyez, on va partir en haut à droite, le camembert marron, 21% des gaz à effet de serre sont issus de l'activité des centrales à charbon. Ces centrales à charbon servent à faire de l'électricité. Donc dans le monde, 1/5 de l'électricité produite vient des centrales à charbon, ce qu'on appelle aussi des centrales thermiques. Donc ça, c'est extrêmement polluant, et c'est un des plus gros morceaux, en fait, c'est le plus gros morceau lié en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, vous avez les centrales électriques à gaz et au fioul. Là aussi, ce sont des centrales thermiques, mais pas à charbon cette fois, 7%. Donc si on prend la production électrique consommant des énergies fossiles, on atteint presque 30%. On a 28% des gaz à effet de serre. Donc c'est un gros morceau. La production d'électricité est quelque chose qui pollue énormément et qui contribue énormément au réchauffement électrique. Ensuite, dans l'industrie, alors on va distinguer les cimenteries pour 5% et le reste de l'industrie pour 12%.
Donc un 17% lié aux activités industrielles. Finalement, c'est relativement modeste en termes de gaz à effet de serre, hein. Il y a toutes sortes d'autres pollutions qui sont liées à l'industrie, mais en termes de gaz à effet de serre, c'est pas ce qui est le plus frappant. Donc la sidérurgie, etc., tout ça consomme énormément d'énergie et donc nécessite de la combustion. Ensuite, vous avez le secteur du bâtiment. Les transports. Donc les transports, vous voyez, c'est 14%. Tout le monde s'excite sur les avions, je ne comprends pas pourquoi, qui ne représentent que 2% des émissions de gaz à effet de serre. Si on prend les voitures, c'est 6%, le transport par camion, 4%, et le transport par cargo, 2%. Donc les transports, qui sont notoirement polluants et émetteurs de gaz à effet de serre, et dont on nous rebat les oreilles avec les voitures électriques, les camions électriques, et c'est mal de polluer, d'avoir une voiture, etc. Je veux bien, hein, c'est important de changer de toute façon pour d'autres raisons aussi. Ça crée des problèmes pulmonaires chez un grand nombre de gens, dont je fais partie. Donc je suis tout à fait pour qu'on limite les moteurs thermiques dans le transport, mais ça reste quand même en termes de priorité pour régler ce problème, par rapport au volume de discours produits à ce sujet, ça reste très modeste. C'est 14% du problème des gaz à effet de serre. Si on prend l'agriculture maintenant, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et si on y ajoute la déforestation pour faire de nouveaux champs, donc on est encore dans l'agriculture, en fait, on a là aussi quasiment 30% des gaz à effet de serre qui sont liés à l'activité agricole. Donc, vous voyez, l'agriculture est un énorme morceau du problème des gaz à effet de serre. C'est un morceau gigantesque. On a deux problèmes, la production d'électricité par les centrales thermiques et l'agriculture. On peut évidemment, on doit jouer sur les autres tableaux, mais en termes de priorité et de problème, et j'entends pas souvent qu'on nous explique dans les médias que ce sont là les deux gros problèmes, les deux grosses sources de gaz à effet de serre. Donc il est très important d'avoir ça en tête. L'agriculture est un vrai point clé en ce qui concerne le changement climatique. Donc c'est ce que j'illustre ici, hein, donc 30% si on fait la somme. Donc c'est très bien d'avoir toujours des ordres de grandeur, c'est ce que fait de façon brillante Jean-Marc Jancovici, hein. C'est toute la valeur, on peut ne pas être d'accord hein, avec plein de choses qu'il va affirmer ou autre, mais en tout cas, pour démonter ses arguments, il faut se lever tôt, parce que c'est quelqu'un qui a fait le travail de faire des calculs, d'aller chercher les informations, de les rassembler, de faire des estimations. C'est quelqu'un qui sait faire une règle de 3, ce qui est extraordinaire, parce qu'il arrive à calculer des ordres de grandeur. Et il va pouvoir vous éclairer énormément. Je vous conseille vraiment de regarder ses conférences. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ne cédez pas à la tentation de dire oui, c'est un idéologue qui est pour les centrales nucléaires ou quoi qu'est-ce. Regardez, essayez de démonter ces arguments un par un. C'est un exercice qui vous fera un bien fou et qui va vous rendre extrêmement solide, extrêmement sûr de vous. Et vous verrez que sur un tas de sujets, il a sûrement raison. Donc continuons un petit peu de nous promener dans le bilan global, le bilan en termes de réchauffement climatique d'émissions de gaz à effet de serre. Regardons la France, avec ici des histogrammes qui montrent l'empreinte carbone d'un Français en 2010. Ça a dû évoluer depuis. Donc par grand type d'activité ou de secteur de l'activité économique. Donc c'est exprimé en ordonnée en kilogrammes de CO2 par personne. Eh bien, vous voyez, donc un Français, c'est 10,5 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Eh bien, vous voyez comment se répartissent ces émissions de gaz à effet de serre pour un Français. La construction, l'entretien des logements, c'est la barre qui est tout à gauche, c'est le plus petit poste, hein, celui qui émet le moins. Le chauffage est un vrai sujet, avec donc la combustion d'énergie fossile pour le chauffage. Vous avez donc l'alimentation, qui est un énorme poste, c'est le plus abondant, c'est la source la plus abondante de gaz à effet de serre, avec notamment la viande. Vous voyez, c'est l'histogramme en vert qui est très important. Les autres biens de consommation, donc le reste de l'industrie finalement, qui fait un gros paquet aussi, et dont les produits électroniques. Hein, alors je pense que les données ne sont pas à jour en ce qui concerne par exemple l'accès à Internet, etc., qui s'est énormément développé depuis 2010, hein, qui est avec la fibre et bientôt la 5G, etc. Donc il faudrait inclure tout ça. Le déplacement des personnes,
La voiture, hein, qui est un poste important par Français, et puis les services, les différents services, dont les services publics. Donc là aussi, cet histogramme est très important parce qu'il nous montre les postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Vous voyez que l'alimentation est un poste très important. Donc là, encore une fois, l'agriculture. Juste pour le fun, si on veut tenir les engagements de réchauffement climatique raisonnables, c'est-à-dire si on veut vraiment éviter la catastrophe d'un réchauffement trop rapide et trop élevé de l'atmosphère du type 4 degrés ou 5 degrés en 100 ans, eh bien, il faudrait qu'en 2050, un Français ne consomme plus que ce qui est entouré en rouge, en quantité totale, c'est-à-dire à peu près 2000 kg de CO2 par personne. Donc vous voyez qu'il faudrait se passer de tout le reste ou le répartir différemment, évidemment. Hein. Donc vous voyez ce que ça signifie concrètement. Ça signifie une chute radicale du niveau de vie. Et ça, Jean Covici incite beaucoup là-dessus. C'est un des problèmes d'ailleurs. C'est très difficile à vendre en termes de programme politique. Et bon, c'est un raisonnement malthusien. Hein. Il va falloir se priver, il va falloir serrer la ceinture, etc. Donc c'est un vrai souci, ça, pour implémenter ce type de politique. Il faut voir hein, dans le détail comment ça peut être fait sans pénaliser notamment ceux qui sont déjà très pauvres. Alors ensuite, je vous suggère de regarder 2 documentaires. Hein. Le premier, c'est une petite blague hein, sur la COP 21. J'espère que ça vous fera marrer. Et puis le deuxième, donc, c'est justement une conférence de Jean-Marc Jancovici donc, qui parle d'énergie. Et il y a un chapitre dedans sur l'agriculture. Si les thématiques environnementales et le réchauffement climatique en particulier vous intéressent, je vous conseille vivement de le regarder. Vous verrez également sur ma chaîne YouTube d'autres documentaires. Il y a notamment une conférence de Peter Zeihan. Donc c'est une conférence en anglais, mais avec de très belles illustrations. Qui est très intéressante aussi, parce qu'elle concerne l'agriculture en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est quelqu'un qui fait des études pour des collectivités territoriales, donc, ou des secteurs économiques particuliers, hein, des confréries professionnelles, etc. Et donc, il a fait une étude sur l'agriculture, et c'est une étude géopolitique pour voir comment pourraient se positionner les producteurs de produits laitiers américains par rapport aux producteurs de produits laitiers néo-zélandais. Et il y a dans son analyse un bilan global, mondial, de l'agriculture, de son évolution, etc. C'est passionnant. Bon, c'est en anglais, vous pouvez mettre les sous-titres automatiques. Enfin, vous le trouverez sur ma chaîne YouTube. Alors, dernier point. Pour évaluer donc un système de production agricole, eh ben, on l'a dit au début, la qualité nutritionnelle, industrielle et sanitaire du produit. Donc cette notion de qualité, vous avez dû en entendre parler, elle se définit différemment selon le transformateur qui achète une matière première et fournit ensuite un produit transformé suite à une série de process. Donc lui, ce qui va l'intéresser, c'est dans la qualité, c'est ce qui lui permet de faire cette transformation. Le distributeur, qui s'intéresse beaucoup au transport et au stockage et à la conservation des produits, hein, en particulier des produits frais. Donc là, vous avez des demandes qui émanent spécifiquement des industriels et de la distribution. Pensez aux fruits et légumes 4e gamme, hein, qui sont assez catastrophiques, puisqu'il s'agit ce sont des choses sous plastique, sous barquette, donc c'est catastrophique en fait, du point de vue environnemental, mais ça répond apparemment à une demande des clients pour plus avoir à laver sa salade, à la couper, elle est déjà toute prête. Idem pour les fruits maintenant qui sont prédécoupés, aspergés de conservateurs, stockés sous blister dans des barquettes en plastique qui finissent dans l'océan. Bon. Mais ça fait partie des innovations industrielles et apparemment ça répond à un besoin du consommateur, à une demande. Et le consommateur final, donc, qui s'attache de plus en plus, qui est de plus en plus jaloux de son bien-être, et il a raison, notamment de sa santé, et aussi de son plaisir, puisque c'est bien joli de faire des tomates très dures qui se transportent très bien sans s'abîmer, mais si elles n'ont pas de goût, bien évidemment, le consommateur ne va pas les apprécier. Alors cette qualité va être liée à tout un tas de processus biologiques dans le produit lui-même.
et donc notamment à la composition de ce produit végétal, qui est une fonction de l'espèce, de la variété, du stade de développement et des facteurs environnementaux. Il faut voir aussi que c'est un sujet qui était à la mode il y a quelques années, qui l'est un peu moins aujourd'hui, c'est que l'application de contraintes, c'est-à-dire des systèmes de production qui seraient moins intensifs, qui seraient plus tolérants vis-à-vis des stress subis par le végétal, des stress biotiques, des stress environnementaux, un peu de sécheresse, des attaques de pathogènes, mais tant que ça reste raisonnable et que ça ne décime pas la population végétale, eh bien, peuvent contribuer, en jouant aussi sur les variétés, des variétés plus anciennes, plus résistantes, à augmenter la teneur des produits végétaux en composés nutritionnels très importants, qui sont extrêmement favorables à la santé, en antioxydants. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais il y a beaucoup d'études nutritionnelles de ce point de vue-là. Et donc, effectivement, désintensifier l'agriculture peut aussi signifier augmenter la qualité par simplement application de stress sur les plantes. Alors, un premier exemple qui va être la pratique de fertilisation pouvant influencer la qualité d'une betterave sucrière. La qualité pour les betteraves sucrières, donc qui servent à l'industrie du sucre, bien sûr, est liée à ce qu'on appelle la pureté du jus, PJ, qui est négativement corrélée à la teneur en azote. Donc la pureté du jus, faut que ça soit surtout du sucre et de l'eau. Il faut qu'il y ait le moins possible de minéraux et d'acides aminés. Donc vous voyez cette formule, la pureté du jus, c'est 99,36 moins un facteur que multiplie la somme des minéraux, potassium, sodium, et des acides aminés. Tout ça que divise le résidu sec. Alors évidemment, la quantité d'acides aminés va augmenter avec la fertilisation azotée en particulier. Et donc si on surfertilise ou si on fertilise trop, eh bien certes on va peut-être augmenter la production, la quantité, mais on va baisser la qualité du jus. Donc il y a un antagonisme entre le rendement quantitatif et la qualité. Et donc, évidemment, le travail de l'agronome, dans ce cas, consiste à trouver un compromis de façon à avoir le rendement maximal pour une pureté de jus qui soit également maximale. Un deuxième exemple qui concerne la pomme de terre. Donc, on sait que l'azote a un effet positif sur le rendement, mais la tubérisation, c'est-à-dire la fabrication du tubercule, va être inhibée par un développement foliaire excessif. Moi, pour l'anecdote, j'ai le souvenir, lors d'un stage à la Sonito, dans des champs de tomates plein champ. Les tomates plein champ, donc c'est les tomates qui servent à l'industrie. Vous ne les trouvez pas en supermarché. Elles font des jus de tomates, des concentrés, etc. Elles poussent en plein champ. Elles ne poussent pas dans des serres. Elles sont récoltées de façon mécanique. Ce sont des variétés spécifiques. Il y avait un agriculteur dans les Landes qui commençait à faire de la tomate. Il n'en avait jamais fait, de la tomate de plein champ. Il avait mis beaucoup trop d'azote. Et donc, effectivement, on avait des tomates fourragères, c'est-à-dire on avait des tomates géantes au niveau des feuilles, etc. Mais il a eu un rendement complètement nul parce qu'il a mis trop d'azote. Donc ça m'avait marqué. Effectivement, la fertilisation azotée, attention, favorise le développement végétatif, mais pas forcément la production de la matière utile. L'azote et le potassium augmentent également le rendement, mais l'azote peut augmenter le noircissement des pommes de terre, tandis que le potassium la diminue et favorise la tenue à la cuisson. Donc là, c'est un équilibre entre les deux éléments minéraux dans la pomme de terre qui va déterminer la qualité. On sait aussi que des apports en azote et en potassium diminuent la teneur en matière sèche, donc essentiellement de l'amidon, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'eau dans le tubercule, ce qui nuit à la consistance des frites, donc aux propriétés organoleptiques du produit final, de la tenue à la cuisson, etc. On sait aussi que trop d'azote favorise l'augmentation du taux de sucre, des sucres réducteurs, qui vont donner, après friture, une coloration brune et un goût amer, qu'en général, les consommateurs n'apprécient pas. Troisième point, troisième exemple, la qualité sanitaire. Donc globalement, on ne pense pas que la fertilisation chimique ait une incidence sur la santé des consommateurs, au détail près que j'ai mentionné avant, concernant par exemple les nitrates dans l'eau potable. Pour l'Organisation mondiale de la santé, un homme de 60 kg ne doit pas consommer plus de 300 mg de nitrate et 12 mg de nitrite par jour. Si on déduit les apports par l'eau de boisson, la limite pour les aliments serait de l'ordre de 220 mg de nitrate par jour.
Alors là, il faut regarder deux choses, la teneur en nitrate des différents aliments et la quantité de ces aliments qui peut être consommée par un être humain. Donc les pois et les lentilles, on se situe entre 5 et 20 mg par kilo. Donc vous pouvez manger quelques kilos avant d'atteindre les 220 mg. La betterave rouge, le céleri branche et la laitue, on est entre 2000 et 5000 mg par kilo. Donc si vous mangez 1 kg de laitue, vous aurez plus de 10 fois la dose de nitrate par jour. Alors, vous n'allez pas manger 1 kg de laitue par jour, mais voilà, la laitue ou le céleri branche, attention, sont extrêmement riches en nitrate. Les pommes de terre, de 20 à 1500 mg par kilo, la fourchette est très large. Ça dépend justement de la fertilisation azotée. En termes de qualité également, les résidus de pesticides, dans l'alimentation cette fois, plus qu'au champ. Donc, l'importance de la pollution aux pesticides, donc on l'avait vu, hein, va dépendre de la stabilité chimique du pesticide, des quantités épandues, du climat qui influence la dégradation de ce pesticide, de la culture, de la nature du végétal et des conditions d'emploi. Vous avez à droite le chiffre d'affaires des produits de protection des cultures entre 1990 et 2012 pour les herbicides, les fongicides, qui ont eu tendance à légèrement augmenter, et puis les insecticides, qui ont plutôt eu, c'est la courbe rouge, plutôt eu tendance à diminuer. Les insecticides sont ceux qui posent le plus de problèmes directs à la santé humaine. Évidemment, les insectes sont plus proches de nous dans l'arbre du vivant que les champignons ou les végétaux. Et donc, ce qui est susceptible de nuire à un insecte est aussi susceptible de nuire à des animaux, d'autres animaux, des mammifères en particulier. Les normes sont définies comme les limites maximales de résidus, qui elles-mêmes sont déterminées à partir de doses journalières admissibles. Le problème, comme souvent avec les études en toxicologie, c'est qu'elles sont menées sur des modèles non humains, des rats, des souris, les rats en général, et ne concernent jamais les effets à long terme. On analyse, on détermine une toxicité aiguë, c'est-à-dire quelle est finalement la dose de cette molécule qui tue la moitié des rats, ce qu'on appelle la dose létale 50, celle qui tue 50% des rats. Donc évidemment, on suspecte de plus en plus des effets à long terme, des perturbations sur la longue durée, des perturbations endocriniennes, de l'augmentation de l'incidence de certains cancers, etc., de maladies neurodégénératives liées à cet environnement de pollution chimique dont font partie les pesticides. Vous avez ici l'utilisation des phytosanitaires en grande culture avec un indicateur de fréquence de traitement par type de culture. Donc en abscisse, dans le graphique de gauche, vous avez le nombre de doses de référence, 0, 1, 2, 3, etc., doses, pour les différents pesticides, donc les herbicides en rouge, les fongicides en jaune, les insecticides en bleu, et puis le traitement des semences en vert. Et vous voyez donc des situations qui peuvent être assez contrastées entre un blé tendre, qui va utiliser un peu de tout, des herbicides, des fongicides, très peu d'insecticides, et puis par exemple le soja qui va utiliser essentiellement des herbicides. Vous voyez que le nombre moyen de traitements, il est de l'ordre de 5-6 selon les cultures. Il peut monter, pour la pomme de terre, on monte à une quinzaine de traitements. Une autre façon d'apprendre le problème, pour voir un petit peu l'impact l'ampleur de ce problème de phytosanitaire, sont les surfaces qui sont traitées avec des produits phytopharmaceutiques. Donc en pourcentage des surfaces traitées, vous voyez que le blé tendre, il y a 98% des surfaces de blé tendre sont, en France, en 2017, sont traitées avec des herbicides, 94% avec des fongicides, et seulement 24% avec des insecticides. Si on prend le colza, lui, il fait carton plein, c'est 99%, 94%, 92%, et même les semences, donc 80%. Le maïs grain, on utilise des herbicides, mais on n'utilise pas de fongicides. Il n'y a que 1% du maïs grain et 0% du maïs fourrage qui est traité avec des fongicides. Bon, ça, enfin, des surfaces, des surfaces cultivées. Là où ça devient assez effrayant, c'est en arboriculture. Vous avez donc l'indicateur de fréquence de traitement, cette fois, pour des vergers. Donc la pomme, la pêche, l'abricot, la prune, la cerise, la banane, par ordre décroissant de fréquence de traitement.
Donc le nombre moyen, c'est la moyenne, hein, donc, de traitement d'une pomme est de 33. Il y a 33 applications de pesticides sur un pommier pour fabriquer une pomme, si vous voulez. Ce sont essentiellement des fongicides, mais aussi beaucoup d'insecticides. On a moins la problématique de l'herbicide que dans le cas des grandes cultures. Dans le cas des grandes cultures, on a vu, c'était essentiellement des herbicides et toutes les cultures étaient concernées. Selon les régions, eh bien, on peut voir, selon la production, pommes, pêches, abricots, prunes, cerises, bananes, en fonction des régions, effectivement, là, ça dépend du bassin de production. Dans les Pays de la Loire ou en centre-Val de Loire, eh bien, on va avoir une production de pommes très importante et donc, effectivement, un nombre moyen de traitements très élevé. Surtout que ce sont des régions plutôt humides. On voit que en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on aura pour fabriquer une pomme un peu moins de traitements, seulement 26, seulement entre guillemets. En viticulture, donc les bassins viticoles en 2016, vous avez le Bordelais, le Sud-Ouest, le bassin méditerranéen, le Rhône, le Val-de-Loire, la Bourgogne, la Champagne et puis l'Alsace. Eh bien là, vous avez donc l'évolution du nombre de traitements, l'indice de fréquence de traitement, l'IFT, toujours pareil. Selon les zones, vous voyez qu'on traite beaucoup plus à Bordeaux que sur le bassin méditerranéen. Là, c'est lié évidemment aussi aux conditions climatiques. Il y a beaucoup plus d'humidité sur le bassin bordelais dans l'estuaire de la Gironde que dans le bassin méditerranéen. Les traitements qui sont appliqués sur la vigne, vous voyez, essentiellement du fongicide. Alors, quelles sont les doses admissibles de pesticides dans l'eau ? Donc, le Code de la santé publique édicte des dispositions réglementaires en matière d'eau potable, en application de certaines directives européennes. Et pour les pesticides, on a des limites de qualité d'eau qui sont fixées dans les eaux brutes et dans l'eau au robinet du consommateur. Ce n'est pas les mêmes, évidemment. Dans les ressources en eau, on tolère jusqu'à 2 microgrammes par litre pour chaque pesticide et un total de 5 microgrammes par litre. Au robinet du consommateur, on descend à 0,1 microgramme par litre pour chaque pesticide, à l'exception de molécules plus toxiques pour lesquelles on descend à 0,03 microgramme par litre, pour un total qui ne devrait pas dépasser 0,5 microgramme par litre. Le fait est que quand ces valeurs dépassent, eh bien, tant pis, c'est relevé, c'est noté, il n'y a pas toujours une enquête. Je sais que pour les nitrates, régulièrement, on revoyait, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à la hausse la norme, parce qu'on ne pouvait pas atteindre les seuils définis par la médecine, en fait. Donc, on augmentait la tolérance, parce que, de toute façon, les eaux, en Bretagne en particulier, dépassaient les teneurs en nitrates. Donc, c'est quand même un problème, c'est quand même quelque chose qui est surveillé, et cette notion de qualité sanitaire de l'agriculture s'étend jusqu'au problème lié aux résidus de pesticides.